C'est le cas de Joseph Cabaret. Il y a quelques années, lui aussi pratiquait l'agriculture intensive. Et aujourd'hui, il fait son métier différemment. Je crois que la plupart des agriculteurs sont prêts à changer, mais on les empêche de changer. Et qui empêche? Eh bien, ce sont les acteurs du lobby agricole. Tout, c'est-à-dire un certain nombre de choses, l'administration, les coopératives, toutes les firmes qui nous entourent, et voilà, ils vont empêchent parce qu'il y a des intérêts dans tout ce monde-là. Il y a quelques années, il y a des acteurs du lobby qui disaient comme ça, le problème il est derrière nous. Donc on pensait, c'est pas vrai, c'est pas possible, parce que les agriculteurs n'ont pas changé suffisamment leur pratique. Bien voilà, on a le résultat aujourd'hui. Cette année, au mois de mai, il y a très très longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'algues que cette année. On peut dire beaucoup de choses, on peut dire je fais attention, je respecte la réglementation, je suis aux normes, oui, bien sûr. Mais avant ça, on a bien fait attention que les normes, de faire des normes qui ne nous fassent pas du tout baisser les rendements. Or, tant qu'on ne fait pas baisser un peu les rendements, on ne fera pas baisser la pression sur la terre, et donc sur l'eau qui est en dessous, et l'eau qui est en dessous de nous qui va directement à la mer et qui produit les algues vertes. Les mois d'hiver après les grandes marées, la baie de Saint-Brieuc sait encore se montrer magnifique sans ses scories vertes. Pour les voir disparaître, il faudrait baisser les rendements agricoles. Et il semble que le temps de cette raison-là ne soit pas encore venu. Ni en Bretagne, pas plus qu'ailleurs. Alors Yves, est-ce qu'on va trouver un jour une solution? Alors déjà, il faut dire que les gens, les riverains, les Bretons, se sont pas laissés faire, n'ont pas attendu que la solution arrive tout de suite. Ils se sont montés une association. Ils ont carrément attaqué ceux qui se trouvent au carrefour entre les uns et les autres acteurs économiques riverains, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui doivent édicter des règlements et surtout qui doivent les faire appliquer. C'est allé en justice, on a attaqué l'État français par le biais de ses représentants. Et puis, ça met en cause tout un modèle d'évolution économique, de société, comme dans d'autres domaines. Hein. Il va peut-être falloir qu'on reprenne tout à zéro. Moi, je voudrais juste dire que le phénomène est parfaitement cerné. J'ai sous les yeux un rapport qui date de juin 2003, qui a été réalisé sous l'égide de l'IFREMER, donc des scientifiques, et qui se termine par une recommandation tout simplement de bon sens, faire passer l'intérêt général avant celui d'un groupe professionnel particulier. Toute la question est là. Ça va pas être facile. Du grain de sable, on va repartir vers le paradis avec Stéphane. Stéphane, on poursuit le sentier du littoral. Alors, je vous rassure, on n'a pas rencontré beaucoup d'algues vertes sur la suite de nos parcours. Voilà. Heureusement, non, mais surtout, faut pas croire que c'est infesté d'algues vertes partout. Ouais. C'est grave, mais c'est ponctuel. Et en fonction des saisons aussi. Exactement. Et comme on tournait au mois de février, elles n'étaient pas encore arrivées. Pour la suite de notre périple, on est parti de celle que l'on surnomme l'île aux fleurs dans l'archipel de Bréa, et vous allez voir que même au cœur de l'hiver, elle porte bien son nom. Et puis on a pris un petit peu de hauteur le long de la côte du Goëlo avant d'arriver dans la baie de Saint-Brieuc, qui a bien failli troquer ses 40 000 oiseaux migrateurs contre des oiseaux un peu plus encombrants. Nous voici en partance pour l'île de Bréa. Une traversée en bateau d'une dizaine de minutes et nous rejoignons bientôt celle que l'on surnomme l'île aux fleurs, même au cœur de l'hiver. Bon, c'est à n'y rien comprendre, hein. La météo annonçait pluie et neige et je crois qu'on va avoir du soleil. Bonjour. Sans doute une preuve supplémentaire de ce fameux microclimat que vantent les dépliants touristiques de l'archipel. Un petit tour en tortillard local pour découvrir ce paradis sans auto. Et nous regagnons bientôt les sentiers qui traversent de part en part l'une des plus belles îles de Bretagne. Surtout en cette saison, lorsqu'elle ne compte qu'une poignée d'habitants. Les premiers résidents touristiques de l'île, ouais. Ils arrivaient carrément en chaise à porteur par la plage directement. On les portait, on les Parmi eux, la famille Blasco qui vit à l'année dans l'archipel et nous entraîne pour une balade champêtre jusqu'au centre de l'île, où les mimosas sauvages viennent tout juste d'éclore, un 7 février tout de même. Pratiquement tout peut pousser sur Bréa parce que, bon, en temps normal, on n'a pas de gel. Ouais. Mais là, sauf cette année, ça a gelé quand même un peu. Donc on a toutes les plantes canariennes, les plantes d'Afrique du Sud, les plantes de Nouvelle-Zélande, les plantes d'Australie. Donc toutes celles-ci se plaisent vraiment bien sur Bréa. Il faut dire que question plantes,
Laurence et Charles Blasco en connaissent un Très rayon. gentil. Voilà. Il y a 15 ans, ces Parisiens ont décidé de quitter la capitale pour s'installer sur Bréa et se lancer dans la culture de plantes exotiques. D'accord, mais il y a carrément... Résultat, ce jardin extraordinaire qui accueille plus de 500 variétés de plantes du monde entier et abrite même l'unique collection d'agapanthes de l'Hexagone. Très facilement ici. Oui, 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 oui. On a découvert finalement qu'on pouvait faire pousser des choses complètement extraordinaires qui ne peuvent pas forcément pousser ailleurs. Et du coup, on est tombé dans la marmite. Alors, vous n'étiez pas de Bréa et vous n'y connaissiez rien aux plantes, en Non. gros. Du tout. Et ça a marché. Et voilà, ça a fonctionné. C'est la passion. Et puis du coup, à deux, tous les deux passionnés. Et En tout cas, Bréa porte bien son nom, c'est l'île aux fleurs, quoi. voilà. On va voir les autres. Oui. Sauf un peu en ce moment où là, c'est l'hiver, c'est là. l'hiver. C'est peut-être pas le meilleur moment pour venir voir les fleurs, quoi. Que des produits du jardin alors. Les araignées, oui. Et pour finir, déjeuner en famille, à l'exception bien sûr du caméraman. Mais nous voici déjà repartis vaille que vaille sur les chemins de Bréa. Car nous avons rendez-vous avec une sentinelle, une de plus, qui hiver comme été veille fidèlement sur son littoral. Sans doute une vingtaine d'années. Direction Chicago, 20-30 ans malheureusement. l'envers du décor de l'île aux fleurs. Voilà, et la tradition s'est perpétuée. Ouais, vous auriez peut-être arrêté les choses plus tôt. Alain Louaille fait partie de ceux qui se battent pour que disparaisse cette décharge à ciel ouvert, qui depuis plus de 30 ans fait tache dans le paysage de Bréa. 300 habitants à l'année, 5000 pendant les 2 mois d'été. De quoi produire des tonnes de détritus. Mais à l'inverse des ordures ménagères, personne ne veut prendre en charge l'évacuation de ces macro-déchets sur le continent. Le département, la région sont bien contents de la popularité ou au moins le site que représente Bréa en termes d'attraction touristique. Maintenant, il va falloir aussi partager en termes de coûts et que soit la région, soit le conseil général contribue aussi à ce que Bréa soit un peu préservé sur le plan de son environnement. Donc, pour le reste de l'île, on peut dire qu'il y a des choses assez satisfaisantes. Là, c'est quand même la verrue et il faut quand même avancer sur ce sujet-là, Et voici Paimpol, dont nous traversons les quais chargés d'histoire. Celle de cette cité portuaire qui, jusqu'au début du XXe siècle, ne vivait que pour une chose, la grande pêche. Aujourd'hui, les bateaux de plaisance ont remplacé les goélettes. Mais le fantôme des pêcheurs d'Islande plane toujours sur les bassins du Vieux-Port. Là, on est précisément sur les lieux du futur de la... Le GR34 nous conduit dans la petite anse de Bréhec, où nous retrouvons 2 sentinelles pour le prix d'une. Gérard Chénet et Vincent Meurzec ont un jour lancé un appel au secours sur notre site des Sentinelles du Littoral, pour nous faire part de leur inquiétude. En lieu et place de cette ancienne colonie de vacances à l'abandon, la société Adim, filiale de Vinci, a en effet obtenu un permis de construire pour bâtir un complexe touristique de 80 logements à 200 mètres de la plage. Avec la promesse d'une parfaite intégration dans ce site encore très préservé. Globalement, il va falloir qu'on nous explique quand même assez clairement comment on peut avoir vue sur la mer depuis 80 appartements et comment tous ces appartements qui ont vue sur mer ne seraient pas visibles de la mer. Ça, franchement, ça m'intéresse beaucoup de comprendre. Mais ce qui soulève l'indignation générale du quartier, c'est surtout la folie des grandeurs de ce projet dont le bâtiment principal de 6 étages ferait 18 mètres de haut pour 85 de long. On a aujourd'hui à peu près 1000 mètres carrés de surface habitable sur les bâtiments actuels. Le projet du promoteur, c'est 4 fois ça. C'est pas anodin. 1000 mètres carrés habitables, c'est déjà énorme. 4000 mètres carrés, c'est monstrueux. Monstrueux. Il a dit monstrueux. En tout cas, pas question de déposer un permis de construire au pied des falaises de Plouha. Ces murailles de granit sont les plus hautes de Bretagne et constituent d'ailleurs l'un des sites les plus sauvages de notre périple. Même le mouillage de Guinzegal fait dans le provisoire.
C'est l'un des 2 derniers ports à pieux d'Europe, dont les seules installations sont des troncs de chêne plantés dans la vase. Faudra quand même venir le voir à marée haute. Nous voici enfin sur les hauteurs de l'Anse-d'Iffignac, où Jérémy Alain nous entraîne pour une découverte sous la bourrasque du joyau sur lequel il veille avec passion. Jérémy Alain est l'un des naturalistes de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Plus de 1000 hectares de zones humides qui se situent en secteur périurbain et prouvent, s'il en était besoin, qu'il est possible de protéger l'environnement à la périphérie des villes. Et pourtant, là encore, il s'en est fallu de peu. Ici, là, sur l'ensemble de l'Anse-d'Iffignac, sur quelque chose comme 700-800 hectares, il y a eu un jour un projet de créer un aéroport international. Ou alors, certains ont voulu aussi créer une zone de polder pour pouvoir y faire, comme en Hollande, de la culture de tulipes, en fait. D'accord, on aurait eu les tulipes juste dessous. Ouais, on peut imaginer. Alors, c'est vrai que ça aurait peut-être fait joli, des champs de tulipes. Un champ rouge, oui. Mais d'un point de vue écologique, ça aurait été une catastrophe. Hein, donc, plus d'oiseaux, plus rien. Mais d'un point de vue économique, encore pire. Car depuis la création de la réserve en 1998, les vasières du fond de la baie se sont révélées être un véritable grenier à plancton qui nourrit bars, moules, coques et autres coquilles Saint-Jacques. Leur disparition aurait sans doute entraîné celle d'activités économiques de premier ordre et qui, toutes réunies, font vivre des centaines de pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. Démonstration. Dans cette plante, en fait, vit une petite crevette, qui s'appelle l'orchestia, et qui sert d'alimentation aux jeunes bars. Donc, si jamais demain, on laisse, par exemple, les gens se balader sur l'ensemble de la zone des herbues de la baie de Saint-Brieuc, en fait, c'est une plante qui ne supporte pas le piétinement. Donc, elle va disparaître. Avec elle, la petite crevette, et avec elle, la production de bar. Et les pêcheurs qui pêchent. Bien évidemment. Au passage, la création de la réserve aura permis de garantir le gîte et le couvert à près d'une centaine d'espèces d'oiseaux migrateurs. La baie de Saint-Brieuc, c'est un lieu d'accueil pour 40 000 oiseaux en hiver. Et ce sont des oiseaux en fait, qui vont repartir ensuite vers le nord de l'Europe pour se reproduire. Donc en fait, on est un peu la cité balnéaire, si on veut, des oiseaux, mais en hiver, quoi. Pour une fois qu'on peut se réjouir de l'extension d'une station balnéaire le long de nos côtes. Il faut bien que les hommes se baignent aussi, il n'y a pas que les oiseaux. Mais pour l'instant, nous allons plonger sous la mer sur une épave qui date de 30 ans. Regardez bien. Plonger sur un monument salement historique. L'Amoco Cadiz, un supertanker de 330 mètres, devenu l'épave la plus longue du monde. En mars 1978, au large de Port-Salle, 230 000 tonnes de pétrole brut se sont échappées de ces cuves éventrées. Dans cette épave aujourd'hui, tout est resté gigantesque. On peut même pénétrer dans la cale arrière, là où une avarie avait provoqué le naufrage. Épave mythique donc, mais aussi gros bout de ferraille, livré à la mer et à la force des courants. De la ferraille rouillée, tordue par la nature, découpée en dentelle parfois. Petit à petit, cette épave va se disloquer. Elle va disparaître au fil du temps. Et même si elle se disloque, on pense toujours à ces problèmes effroyables de marée noire. Et en particulier, il faut savoir qu'ici, tout au large, très loin, certes,
Il y a le rail d'Ouessant, et il n'y a pas eu que Cadiz, il y a eu pas mal. Le Tagno, le Torrey Canyon. Et ainsi de suite. Oui, parce que si les épaves disparaissent, hélas, les poubelles de ces marées noires, Torrey Canyon, Amoco, sont restées. Ça paraît incroyable, mais ça a été enfoui à l'époque, tous les déchets en haute plage. On les a enterrés à la va-vite avant la saison touristique, et puis on les a tout simplement oubliés là, et plus jamais personne n'en a parlé. Alors nous, on a suivi l'enquête de Robin des Bois, l'association écologique, qui depuis plus de 10 ans se bat pour établir une cartographie de ces sites afin qu'on ne les oublie pas, afin que les gens sachent où elles sont, s'il y a du pétrole près de chez eux ou sous le lieu de vos vacances.